Pourquoi les seniors ne dépassent-ils presque jamais les 82 ans? Est-ce vraiment une fatalité? Ou y a-t-il un secret que personne ne vous dit? Aujourd'hui, on va briser un tabou. Parce que non, ce n'est pas seulement une question de génétique ou de malchance. Il y a des raisons précises et des leviers d'action concrets qui expliquent pourquoi tant de personnes ne vont pas au-delà de cet âge critique. Et pourtant, certains y parviennent, et même brillamment. Alors, pourquoi pas vous? On va tout décortiquer, point par point, avec des faits, des exemples réels et des solutions pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant. Mais avant ça, bienvenue sur La Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre depuis plus de 25 ans entre Paris et Boston. Ici, on parle de santé après 60 ans, sans langue de bois, alimentation, sexualité, mémoire, mobilité, bien-être mental. Si vous êtes senior, aidant ou professionnel, abonnez-vous. Parce que bien vieillir, ce n'est pas survivre, c'est vivre pleinement, et ça commence maintenant. 1. La sous-estimation chronique des signaux faibles du corps après 60 ans. L'une des premières raisons pour lesquelles tant de seniors ne dépassent pas les 82 ans, c'est qu'ils ont appris à ignorer ou minimiser ce que j'appelle les signaux faibles. Ces petits signes que le corps envoie bien avant l'apparition d'une pathologie grave. Ils ne font pas mal, ils ne dérangent pas trop, alors on les oublie. Et c'est exactement là que le piège se referme. Prenons l'exemple d'un patient que j'ai suivi, Monsieur Léonard, 68 ans à l'époque. Ancien professeur, dynamique, cultivé, plutôt actif. Pendant plusieurs mois, il ressentait une légère fatigue après les repas, une sensation de jambes lourdes le soir et de petits troubles de concentration. Rien d'alarmant selon lui, rien qui ne justifiait une visite chez le médecin. Pourtant, derrière ces signaux faibles se cachait un début d'insuffisance cardiaque et un syndrome d'apnée du sommeil modéré, non diagnostiqué. Ce genre de tableau est extrêmement fréquent. Et malheureusement, c'est souvent quand le corps passe au signal fort, l'accident vasculaire cérébral, la chute sévère, l'infarctus silencieux, qu'on se rend compte que les alertes étaient là depuis longtemps. Pourquoi ces signes sont-ils si souvent négligés? Pour 3 raisons principales. Premièrement, la culture du « ça va passer » est profondément ancrée chez beaucoup de seniors, notamment ceux qui ont vécu les années 50 à 60, où l'on allait chez le médecin uniquement en cas d'extrême urgence. Deuxièmement, le corps vieillissant modifie la perception de la douleur, des inconforts, des signaux internes. Enfin, troisièmement, l'accès au système de santé est parfois complexe ou mal adapté. Prise de rendez-vous difficile, consultation trop rapide, manque de médecins traitants disponibles. Mais voici la bonne nouvelle. Ces signaux faibles peuvent être captés et pris en charge de façon précoce. Il faut pour cela une écoute attentive de son propre corps, une éducation à la santé après 60 ans et un suivi médical régulier, même en l'absence de symptômes majeurs. Cela passe aussi par des bilans gériatriques préventifs, trop peu connus du grand public, qui permettent de repérer des fragilités invisibles au quotidien. Aujourd'hui, Monsieur Léonard a 74 ans. Grâce à une prise en charge personnalisée, une adaptation de son hygiène de vie et un suivi régulier, sa condition cardiaque est stabilisée et son sommeil est de bien meilleure qualité. Il m'a récemment confié cette phrase qui résume tout: « Si j'avais attendu encore 1 an, je ne serais peut-être plus là. » Retenons ceci, après 60 ans, les petits signes ne sont jamais anodins. Ce sont souvent eux qui dessinent la trajectoire silencieuse vers une rupture de santé. Les ignorer, c'est céder du terrain à l'accélération du vieillissement. Les écouter, c'est se donner une vraie chance de vivre au-delà des 82 ans et en bonne santé. 2. L'illusion d'une alimentation correcte qui entretient le déclin silencieux. Une autre cause majeure du plafonnement de l'espérance de vie autour de 82 ans chez les seniors, c'est l'alimentation. Non pas la malbouffe au sens strict, car beaucoup de personnes âgées pensent bien manger, mais l'illusion d'une alimentation suffisante alors qu'elle est, en réalité, inadaptée aux besoins spécifiques du corps vieillissant. À partir de 60 ans, les besoins nutritionnels changent radicalement. Le métabolisme ralentit, la masse musculaire diminue naturellement, l'absorption intestinale de certaines vitamines et minéraux devient moins efficace. Pourtant, l'alimentation de nombreux seniors ne s'adapte pas à ces évolutions. Je pense notamment à Madame Colette, 72 ans, veuve depuis quelques années, ancienne infirmière. Quand elle est venue me consulter pour une fatigue persistante, elle m'a affirmé avec beaucoup de fierté: « Docteur, je cuisine tous les jours, je mange équilibré, j'évite les excès. » Sur le papier, son alimentation semblait effectivement correcte. En réalité, elle consommait trop peu de protéines, pas assez de légumes crus, peu des oméga 3, et son taux de vitamine D était dramatiquement bas. Le problème, c'est que le corps vieillit même quand on a de bonnes habitudes, si ces habitudes ne sont plus adaptées à son âge. Il ne suffit pas de bien manger au sens général. Il faut manger en fonction de son âge biologique. Et cela,
Très peu de seniors le savent. Voici quelques faits cliniques clés que j'observe régulièrement. Après 65 ans, le besoin en protéines de qualité augmente, notamment pour ralentir la sarcopénie, cette perte musculaire qui conduit à la fragilité, aux chutes et à la perte d'autonomie. Or, beaucoup de personnes réduisent inconsciemment leur consommation de viande, poisson, œufs ou légumineuses, souvent pour des raisons de goût, de digestion ou de budget. La déshydratation chronique est extrêmement courante. Le signal de la soif devient moins fiable avec l'âge. Une hydratation insuffisante favorise la fatigue, les troubles cognitifs, la constipation et même les infections urinaires à répétition. Les carences en vitamine B12, en magnésium, en fer ou en zinc sont fréquentes et rarement recherchées en médecine générale. Ces carences accélèrent le vieillissement cellulaire, fragilisent le système immunitaire et affectent la mémoire. Enfin, beaucoup de repas deviennent solitaires, mécaniques, sans plaisir. Et l'isolement affecte indirectement l'appétit, la régularité des repas, la qualité nutritionnelle. On mange pour se nourrir, mais plus pour se faire du bien. Quand on redonne à un senior une alimentation adaptée, variée, colorée, riche en nutriments essentiels et bien structurée dans la journée, les résultats sont impressionnants. Madame Colette, après un suivi nutritionnel personnalisé avec une diététicienne, a vu sa vitalité revenir en moins de 3 mois. Elle a repris la marche quotidienne, ses douleurs articulaires ont diminué et sa mémoire s'est nettement améliorée. Le message est simple, bien vieillir demande de bien manger autrement. Ce n'est pas une question de régime, mais d'intelligence nutritionnelle. Une alimentation correcte à 40 ans peut devenir insuffisante à 70. Adapter son assiette, c'est comme adapter ses lunettes. C'est une question de clarté et de longévité. 3. La sédentarité invisible, ou comment l'immobilité s'installe sans qu'on s'en rende compte. Il existe une forme de déclin qui ne fait pas de bruit. C'est celle de l'immobilité progressive. On ne parle pas ici d'un alitement brutal ou d'une paralysie, mais de ce que j'appelle la sédentarité invisible. Elle s'installe lentement, presque silencieusement, à partir d'un certain âge, et elle joue un rôle central dans cette limite statistique des 82 ans. Avec l'âge, beaucoup de seniors bougent moins, mais sans avoir l'impression de ne pas être actifs. Ils vont encore faire leurs courses, sortent parfois marcher, jardinent un peu, montent quelques marches. Mais en réalité, ces mouvements ne suffisent plus pour entretenir la masse musculaire, la souplesse articulaire, l'équilibre et l'endurance cardiovasculaire. C'est exactement ce qui s'est passé avec M. Ahmed, 76 ans, ancien artisan. Il m'a consulté après une chute dans sa salle de bain. À l'écouter, il se disait encore actif. Il bricole, descend chercher son pain, regarde ses petits-enfants de temps en temps. Mais quand je lui ai posé une question simple, « Combien de fois dans la semaine avez-vous transpiré un peu à cause d'un effort physique ?» Il m'a regardé, surpris. Sa réponse, « Je ne saurais pas vous dire. Peut-être jamais. » Et c'est bien là le cœur du problème. Une activité physique modérée, régulière, ciblée et adaptée n'est pas du tout équivalente au simple fait de ne pas rester assis toute la journée. L'immobilité partielle affaiblit les jambes, réduit la capacité respiratoire, aggrave les douleurs chroniques, ralentit la digestion et nuit au sommeil. Elle est également liée à un risque accru de dépression, d'anxiété, de perte de mémoire et même de certains cancers. Le corps humain est fait pour bouger, et après 60 ans, il a besoin de bouger plus intelligemment. Cela ne veut pas dire courir un marathon, mais intégrer dans sa routine hebdomadaire des gestes simples, réguliers, ciblés, des exercices d'équilibre, du renforcement musculaire, de la respiration active, des étirements, des marches à rythme soutenu. Quand j'ai orienté M. Ahmed vers un programme d'activité physique adapté, encadré par un kinésithérapeute formé à la gériatrie, sa condition a changé en profondeur. En 6 mois, sa posture s'est redressée, il a repris confiance en ses appuis, et il a surtout retrouvé une forme d'élan vital qu'il croyait perdu. Ce n'était pas un miracle, c'était de la physiologie bien conduite. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sédentarité, même modérée, est un accélérateur silencieux du vieillissement. Et comme elle ne fait pas mal au début, elle ne déclenche pas d'alarme. Pourtant, elle prépare le terrain aux chutes, aux pertes d'autonomie et aux fameux basculements qu'on observe souvent autour de 80 ans. Prévenir cela, c'est faire du mouvement un traitement à part entière. Prescrire une activité physique adaptée, c'est aussi important que prescrire un médicament. Et dans bien des cas, c'est plus efficace. 4. Le déclin cognitif ignoré, ou comment la mémoire glisse avant de chuter. Parmi les facteurs qui limitent discrètement la longévité au-delà de 82 ans, le déclin cognitif précoce est l'un des plus insidieux. Ce n'est pas une maladie d'Alzheimer déclarée, ni une démence frontale brutale, mais un affaiblissement progressif des fonctions cérébrales, souvent banalisé ou attribué à l'âge, alors qu'il s'agit parfois du premier signal d'alerte. Ce déclin peut se manifester par des oublis légers,
des pertes de concentration, une plus grande lenteur dans les raisonnements, une moindre capacité à s'organiser. Le problème, c'est que beaucoup de personnes âgées les acceptent comme inévitables. Et parfois, l'entourage les minimise aussi, pensant que c'est normal à son âge. Or, ce qui est fréquent n'est pas forcément normal. La plasticité cérébrale existe à tout âge, mais elle a besoin de stimulation, d'oxygénation, de nutrition adaptée et de relations sociales vivantes pour se maintenir. Si l'un de ces piliers vacille, le cerveau commence à s'éteindre lentement. Je me souviens de Madame Gisèle, 79 ans, ancienne secrétaire médicale. Elle m'a consulté à la demande de sa fille, inquiète de ses oublis de rendez-vous et de ses hésitations fréquentes en conversation. Gisèle, elle, ne se sentait pas malade. Mais à l'examen, on a décelé un trouble cognitif léger. Pas encore une maladie dégénérative, mais une fragilité installée. En investiguant, on a mis en évidence plusieurs facteurs aggravants. Un isolement progressif depuis le décès de son mari, une carence en vitamine B12 non traitée, un sommeil très fragmenté et une absence totale de stimulation cognitive. Pas de lecture, pas de jeu, pas de nouvelles activités. Comme elle me l'a dit, j'ai l'impression que mes journées se ressemblent toutes. Après un accompagnement ciblé, reprise d'activités en groupe, atelier mémoire en gérontologie, supplémentation vitaminique, thérapie du sommeil, ses capacités se sont stabilisées. Et surtout, son état de conscience de soi s'est réveillé. Elle a retrouvé de la curiosité, de la motivation, et a renoué avec des projets simples mais porteurs de sens. Ce que nous apprennent ces cas, c'est que le cerveau a besoin d'être traité comme un muscle vivant. Il a besoin d'efforts, de nouveautés, d'échanges. Il faut lire, discuter, apprendre de nouvelles choses, même tard dans la vie. L'ennui est un poison cérébral. L'isolement est un facteur de risque majeur. Et la mémoire, comme les jambes, s'entretient. En pratique, cela veut dire intégrer dans sa semaine des activités qui sollicitent l'attention, la logique, la créativité. Cela peut être un cours de langue, une chorale, du bénévolat, des jeux de société, ou même simplement raconter des histoires à ses petits-enfants. Ce n'est pas du luxe, c'est de la prévention active. Le déclin cognitif ignoré est une pente douce, mais qui mène souvent à la dépendance, à la dépression et à une perte d'autonomie qui précipite la fin de vie. Le repérer tôt, le comprendre et le contrer, c'est prolonger non seulement la durée, mais la qualité de la vie. 5. Le stress chronique sous-estimé, un vieillissement accéléré, mais invisible. Lorsqu'on parle de causes de mortalité ou de vieillissement prématuré chez les seniors, on pense immédiatement aux maladies cardiovasculaires, aux chutes ou à la perte d'autonomie. Mais on oublie souvent un acteur silencieux et puissant, le stress chronique. Contrairement au stress aigu, qui peut être bénéfique en cas de danger immédiat, le stress chronique est un poison lent. Il agit en profondeur, modifiant la chimie du cerveau, affaiblissant le système immunitaire, accélérant le vieillissement cellulaire et favorisant l'apparition de nombreuses maladies. Diabète, hypertension, cancer, troubles digestifs, dépression. Ce stress peut venir de multiples sources, parfois banales en apparence. Solitude affective, inquiétude financière, perte de repères sociaux, peur du déclin, charge familiale mal répartie ou même tension non dite dans la fratrie. Et chez les seniors, il est souvent ravalé, intériorisé, au nom d'une forme de pudeur générationnelle. Je pense à Monsieur Pierre, 70 ans, ancien pharmacien. À première vue, sa vie semblait stable. Une retraite confortable, une maison bien tenue, des enfants adultes et présents. Pourtant, il souffrait d'insomnie chronique, de douleurs diffuses, d'irritabilité et d'une fatigue mentale persistante. Aucun traitement ne semblait vraiment fonctionner. En approfondissant nos échanges, j'ai découvert qu'il vivait une anxiété constante liée au sentiment de ne plus être utile. Il se sentait inutile dans sa famille, dépassé par les technologies, et avait honte d'en parler. Ce stress de fond, non exprimé, avait des effets délétères sur son sommeil, son humeur, sa tension artérielle et même sa digestion. Le stress chronique, chez les seniors, n'est pas toujours bruyant. Il ne se manifeste pas forcément par des crises de panique. Il se traduit par des tensions musculaires permanentes, une respiration courte, des troubles du sommeil, des pensées négatives récurrentes, une perte d'élan vital. Et ce stress, lorsqu'il est prolongé sur des années, fait vieillir plus vite. Les télomères, ces structures qui protègent l'ADN, raccourcissent plus rapidement. C'est scientifiquement démontré. Comment y remédier? Par une approche globale. D'abord, mettre des mots sur ce qu'on ressent, sans culpabilité. Ensuite, mettre en place des routines apaisantes. Cohérence cardiaque, méditation de pleine conscience, activité physique douce comme le tai chi ou la marche lente en nature. Et surtout, renouer avec une forme d'utilité sociale. Transmission, bénévolat, projet même modeste.
Car le contraire du stress, ce n'est pas l'inaction, c'est le sens. Monsieur Pierre, après avoir intégré un groupe de parole et commencé une activité d'accompagnement scolaire auprès d'enfants en difficulté, a vu son état général s'améliorer. Il a retrouvé de l'estime de lui-même. Son sommeil s'est régulé. Il souriait à nouveau. Il faut comprendre que le stress, à cet âge de la vie, n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est une réponse humaine à des changements profonds. Le reconnaître et le traiter n'est pas un luxe, c'est une condition pour vieillir longtemps et bien. 6. La rupture sociale après la retraite, un facteur de déclin sous-estimé. Le passage à la retraite est souvent vécu comme une libération, un moment mérité après une vie de travail. Et pour beaucoup, il l'est. Mais chez un nombre important de seniors, ce changement de rythme marque le début d'un isolement progressif, parfois invisible, qui fragilise le lien social, l'identité personnelle et, à terme, la santé physique et mentale. La retraite n'est pas simplement l'arrêt d'une activité. C'est aussi la fin d'un cadre, de repères fixes, d'un statut social clair. On ne se lève plus pour une mission précise, on ne croise plus ses collègues, on ne fait plus partie d'une dynamique d'équipe. Ce glissement peut sembler anodin, mais il agit comme un vide existentiel, qui, s'il n'est pas comblé, ouvre la porte à la solitude, à la passivité, à la perte de sens, autant de facteurs qui raccourcissent la durée de vie en bonne santé. Je repense à Madame Eliane, 67 ans, ancienne cadre dans le secteur bancaire. Très investie dans son travail, organisée, brillante, entourée. Dès la première année de retraite, tout allait bien. Elle en profitait pour voyager, lire, s'occuper de ses petits-enfants. Mais au bout de 2 ans, elle a commencé à ressentir un ennui profond, un manque d'élan, une sensation de flottement. Petit à petit, elle a cessé de sortir, éviter les appels et passer de plus en plus de temps seule. C'est une chute dans le silence social que ses proches n'ont pas vu venir immédiatement. À l'examen, elle n'avait pas de pathologie majeure, mais une anémie légère, une humeur fluctuante, une perte de motivation marquée. Elle ne souffrait pas d'une maladie, mais d'un manque de connexion humaine et de stimulation sociale. Ce phénomène est documenté. L'isolement social augmente le risque de mortalité de manière aussi importante que le tabac ou l'obésité. Il accélère le déclin cognitif, favorise les états dépressifs, augmente le risque d'hospitalisation et retarde les récupérations après maladie. Et pourtant, peu de seniors en parlent. Par pudeur, par peur de déranger, ou parce qu'ils pensent que c'est le cours normal des choses. Or, ce n'est pas une fatalité. Il existe de nombreuses manières de maintenir ou de reconstruire un tissu social actif. Clubs de quartier, associations culturelles, groupes intergénérationnels, activités sportives adaptées, université du troisième âge, engagement citoyen. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité des relations, mais la qualité des échanges et la régularité des interactions. Madame Eliane, après avoir rejoint un groupe de lecture et une chorale, a lentement repris goût à ses journées. Elle s'est sentie utile, reliée, vivante. Et au fil des mois, son énergie est revenue, ses analyses biologiques se sont améliorées et son sommeil s'est stabilisé. Tout cela sans médicaments. Il faut donc rappeler ceci, le lien social est un facteur de santé majeur, au même titre que l'alimentation ou l'activité physique. Vivre longtemps, ce n'est pas seulement éviter les maladies, c'est rester connecté à la vie des autres et à sa propre histoire. La retraite n'est pas la fin d'un cycle, c'est le début d'une autre forme d'engagement qui peut prolonger l'espérance de vie de plusieurs années, à condition qu'on le nourrisse. 7. L'absence de projet de vie, ou comment le vide intérieur accélère la fin. La dernière raison, peut-être la plus profonde, pour laquelle de nombreuses personnes ne dépassent pas les 82 ans, réside dans l'absence de projet de vie après un certain âge. Une fois la retraite prise, les enfants partis, les objectifs professionnels atteints, beaucoup de seniors se retrouvent face à une question qu'ils n'avaient jamais envisagée. Et maintenant, pourquoi je me lève le matin ? Ce vide de sens est rarement formulé ainsi, mais il se manifeste de bien des manières. Fatigue diffuse, perte d'enthousiasme, retrait progressif, ou simplement cette sensation de traverser les jours sans y être vraiment. Je pense à monsieur Antoine, 84 ans, que j'ai rencontré en EHPAD après un accident domestique. C'était un homme en bonne santé relative, sans pathologie grave, mais dont l'énergie vitale semblait avoir disparu. Quand je lui ai demandé ce qu'il aimait faire, il a répondu « plus grand-chose ». Je crois que j'ai tout vécu. Cette phrase m'a profondément marqué, parce qu'elle résume ce que tant de personnes ressentent au fond d'elles, sans oser le dire. Et pourtant, avoir un projet, quel qu'il soit, c'est ce qui maintient la pulsation intérieure vivante. Il ne s'agit pas de grandes ambitions. Il peut s'agir de cultiver un potager, d'écrire ses mémoires, de transmettre un savoir, de créer une pièce en tricot, de visiter un lieu, d'apprendre à jouer d'un instrument, ou même simplement de continuer à apprendre, à découvrir, à partager. Le cerveau, le cœur,
le système immunitaire et même les muscles réagissent positivement à une chose, la projection dans l'avenir. Quand on a quelque chose qui nous attend demain, on mobilise son énergie. On se tient debout. On résiste mieux à la maladie. On récupère plus vite. On vit plus longtemps. Monsieur Antoine, avec un accompagnement personnalisé, a repris un projet simple mais lumineux, écrire des lettres à ses petits-enfants pour leur transmettre ses souvenirs. Chaque semaine, il en écrivait une. Il s'est remis à lire, à rire, à parler avec le personnel. Ce n'était pas une guérison miraculeuse, mais une renaissance intérieure. Vieillir ne veut pas dire s'éteindre. Vieillir, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas survivre jusqu'à la prochaine maladie. C'est traverser une étape puissante de la vie humaine, avec sa richesse, ses défis, ses beautés. Si tant de seniors ne dépassent pas les 82 ans, ce n'est pas parce que le corps est programmé pour s'arrêter là. C'est parce que la société, la médecine, les habitudes et parfois le regard sur soi-même n'ont pas su donner à ces années toute la valeur qu'elles méritent. Mais il est temps que cela change. Car les clés de la longévité sont là, à portée de main. Écouter son corps, adapter son alimentation, bouger avec intelligence, entretenir sa mémoire, apprivoiser le stress, rester en lien et surtout, continuer à rêver, à créer, à transmettre. À vous maintenant de reprendre le fil de votre vie, là où vous l'aviez laissé. Car vieillir, oui, mais pleinement.